Ce n'était pas une mine d'or sans fond, ce n'était pas un fruit du démon, le trésor de la ruche était une femme. Jingle. Salut mes petits Azounés, on se retrouve ce lundi pour une review de l'épisode 1157, oui, qui est sorti ce dimanche sur Manga Plus de façon tout à fait légale, sur le site de la Shueisha, Manga Plus donc. On va le débriefer un petit peu, ça va aller assez vite je pense parce qu'il y a pas mal de petits éléments sur lesquels on va pas trop pouvoir développer malheureusement, sauf 2 ou 3 dont on va parler sérieusement. Mais tout d'abord, je voudrais faire un petit retour sur les 2 dernières vidéos liées à One Piece qui ont connu un succès quand même un peu plus au-dessus de la moyenne que d'habitude. Merci à vous déjà, ça prouve peut-être que, ça me montre peut-être que vous êtes intéressé par du contenu un peu plus subversif, un peu plus critique, donc je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que commenter de façon tout à fait neutre un chapitre que vous avez déjà vu, ça ne va rien vous apporter. Donc on va essayer d'aller un petit peu au-delà de nouveau. Merci également à vos retours concernant la vidéo sur le trailer reveal de la saison 2 de One Piece. Alors effectivement, je me suis peut-être assez mal exprimé, c'est vrai, mais bien évidemment que je ne suis pas dupe que Netflix est en train de nous forcer un peu au chausse-pied sa wokerie. Bon, mais en tout état de cause, dans cette saison 2, ça a l'air d'être fait de façon intelligente. Et encore une fois, à la différence de Star Wars, qui nous avait chié dessus quand on avait osé critiquer le choix du personnage principal, là, on va dire que c'est argumenté, ou argumentable. Voilà. C'est-à-dire qu'il se donne la possibilité de dire oui, mais en fait, on a choisi tel acteur parce que. Voilà. Alors que, auparavant, on nous le mettait comme ça et fermez bien vos gueules. Il y a un peu d'évolution dans le sens où, comme je le disais dans le commentaire, l'histoire sert le choix de l'acteur et non plus l'acteur qui va adapter l'histoire. Parenthèse, je vous rappelle que au moment du reveal de la saison, des acteurs de la saison 1, nous avions un Usopp qui est un Quebla, alors que Usopp n'est pas Quebla, on est d'accord. Et nous avions le personnage, l'acteur-actrice non-binaire de Kobe, qui nous avait été révélé. Bon, on a regardé la saison 1, ça ne nous a pas posé de problème. Et leur communication non plus n'a pas été dans le sens « oui, mais il faut de l'inclusivité ». Ils n'en ont jamais parlé de l'inclusivité d'ailleurs. Ils ont juste présenté les acteurs, voilà, lui ça va être ça, lui ça va être ça, lui ça va être ça. Ok, on a vu la saison 1. Franchement, banger. Voilà. Et l'origine des acteurs, qu'elle soit sexuée ou d'origine ethnique, c'est passé crème. Donc, on va y aller mollo. Et je suis certain que Madame Chandran, l'actrice qui a été choisie pour incarner Vivi, elle va très bien s'en sortir aussi. Voilà, il n'y a pas... ça va aller. J'ai un petit regret néanmoins, c'est de ne pas avoir été choisi personnellement pour incarner le rôle de Monsieur 3. Parce que... parce que je trouve qu'il y a un truc quand même. Voilà, bon, je vais rager un peu, voilà, quand il va apparaître, je vais dire, ouais, bof, on aurait pu trouver mieux. D'ailleurs, j'ai mis le t-shirt blanc pour rappeler, pour bien me mettre ton sur ton. J'ai pas pris le t-shirt de l'armée révolutionnaire, il est au sale, là, faut quand même un peu le laver de temps en temps. Ça fait 1 an que je... Non, c'est pas vrai. Bien, on a déjà à peu près 3-4 minutes là de parlotte pour rien du tout. On va rentrer dans le chapitre à présent. Alors, un chapitre, comme je vous le disais, qui est... Il y a 2-3 bricoles dedans qui vont nous permettre de faire des suppositions, de créer des théories, d'imaginer un petit peu la suite. On va parler d'abord de la première partie, là où vous savez, où on parle de... Donc c'est centré sur l'équipage de Shebeck qui va attaquer une ville, apparemment pour récupérer des trésors. Et cet épisode-là, en fait, il nous est tout simplement narré pour nous montrer que l'équipage de Shebeck n'est absolument pas uni. Ce n'est pas un équipage à part entière. C'est une équipe d'individualité qui en ont rien à foutre les uns des autres. D'accord ? Donc, ce que l'on pressent au moment où va arriver très prochainement
God Valley, c'est qu'il n'y aura pas de corps dans cet équipage. Cet équipage n'est fait que de... C'est un colosse au pied d'argile, pour reprendre l'expression nommée. Ils sont prêts à se tirer des fions entre eux, se tirer dans les pattes, et puis rien à foutre, quoi. Comme le dit, je crois que c'est Shiki, c'est pas grave, il y en aura un peu plus pour nous. Donc il n'y a pas de cohésion dans cet équipage, ça c'est vu. Le deuxième élément, c'est lorsqu'ils partent de cette île, c'est que, eh bien, ils s'attaquent à la marine. Et ils vont piller les navires de la marine, sur lesquels il n'y a pas grand chose, c'est pas des navires de marchandises, c'est pas des navires d'or, bon, c'est vraiment faire de la casse pour faire de la casse. Néanmoins, il y a un petit détail moi qui m'a interpellé, c'est eh bien lorsque le narrateur nous fait un petit peu le bilan de Shebeck, lorsqu'il dit donc il a brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, le pays on ne sait pas lequel c'est peut-être la ruche justement, et provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale. Ça m'a fait tiquer parce que 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi. Alors déjà, on ne la connaît pas cette loi, et encore moins l'article 18, mais on sait qu'il y a eu 3 affaires spéciales. Article 18, c'est pas un article top de liste, tu vois, c'est un truc un peu plus obscur, un petit peu plus loin, et qui aurait été violé à 3 reprises. 3 reprises, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, donc c'est quand même un événement qui doit être assez rare. Et là, je n'ai strictement aucune idée de quoi ça peut, de quoi ça peut parler. Est-ce que ça pourrait être l'agression de soldats de la marine? Est-ce que ça pourrait être... Non, parce que là, on le voit, ils attaquent plusieurs bateaux, donc ça peut pas être ça. Mais peut-être de haut gradé, peut-être frapper tuer des dragons célestes, ça peut être ça également. Je saurais pas vous dire. Honnêtement, je saurais pas vous dire. Mais on va l'apprendre plus tard, très certainement. On part ensuite sur le chapitre avec Harald et avec Shebeck. Donc Shebeck retourne voir Harald, essayer de le recruter. Il lui dit mais le gouvernement mondial n'acceptera jamais d'inclure Elbaf à la rêverie, d'inclure Elbaf dans son maxicosme du coup. Ne rêve pas, surtout qu'on voit qu'Harald s'en est pris à la marine en voulant défendre un pays non affilié au gouvernement mondial. Donc il lui dit laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, rejoins-moi et avec moi on va renverser tout ça. Il y a une petite phrase de Ida justement puisque la scène se passe dans le bar, et Ida lui répond à Shebeck qui tente qui essaie de lui dire, essaie de le raisonner quand je suis pas là, pour qu'il vienne me rejoindre. Et Ida a cette phrase-là. Ida est une femme forte, qui est une femme posée, raisonnable, et qui lui regarde et qui dit non, moi ce que je lui dirais, c'est de bien choisir ses amis. En d'autres termes, ne l'écoute pas, parce que lui qui se dit être ton ami, il essaie simplement de te manipuler pour arriver à ses fins à lui. Alors, est-ce que cette scène-là va devenir un point d'ancrage, un point pivot finalement? Parce que moi, Ida, je la vois pas finir, quoi. On ne la voit pas dans l'époque actuelle. Donc, je ne vois pas comment est-ce que... je vois pas comment elle a pu survivre, quoi, finalement. On a également, alors parenthèse dans la parenthèse, on a également Moza. Moza qui est, vous savez, à l'escargophone, qui discute avec Loki dans les représente. Apparemment c'est un homme, puisqu'il a une grande barbe, on le voit avec l'escargophone, et je vois pas qui ça pourrait être. Ça pourrait être Ida, Moser, tu vois, qui se présente comme étant sa mère adoptive, qui essaie de le canaliser un petit peu, peut-être, mais ça explique pas la barbe sur l'escargophone, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que Shebeck va se venger en tuant la voix de la conscience d'Harald? Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il a coupé ses cornes. Je pense que c'est lié. Je pense que le fait qu'Harald se soit coupé les cornes est lié, on va dire, à la fois à sa frustration de ne pas avoir réussi à inclure Elbaf dans le giron du gouvernement mondial. Et je pense qu'Ida, il a dû y arriver une bricole. Et à la fin du chapitre, justement, on voit Sein, le membre du gouvernement mondial,
qui dit, bah écoute, si tu veux, qui est en train de passer un deal, qui va dire à Harald, et qui dit, bah écoute, si tu veux que ton pays rejoigne le gouvernement mondial, tue Shebeck. Alors, on sait que Harald ne va pas tuer directement Shebeck, puisque Shebeck meurt à God Valley, mais est-ce qu'il ne va pas essayer de trouver un plan, de trouver quelque chose? Mais je vois pas, je le vois même pas Harald en fait en train d'aller tuer un ami aussi toxique que Shebeck, mais je le vois pas se fourvoyer pour un objectif plus grand. Non, ça non. Non, les guerriers d'Elba font de l'honneur, donc je ne le vois pas aller tuer Shebeck. Et l'on finit par le gros morceau, on va dire, du chapitre, l'arrivée de Shaki, sur l'île de la Ruche, au milieu de tous ces pirates libidineux, clairement, et qui vient monter un bar, qui vient ouvrir un bar et se cacher au milieu des pirates. Alors, c'est très étonnant, effectivement. La première chose, c'est qu'on a déjà Gloriosa qui est là. Ok, ça ne nous a pas été expliqué pourquoi est-ce qu'elle a rejoint Rox. Alors, on devine que c'est que Gloriosa a rejoint Shebeck pour poursuivre un homme, chose qu'elle n'aurait pas pu faire avec les Kuja, pour poursuivre Roger, hein, on est bien d'accord. Mais alors Shaki, ça n'explique rien. Parce que Shaki ne veut pas rentrer dans l'équipage de Rox, elle veut juste rester sur l'île et ouvrir un bar. Alors, elle a très certainement une idée derrière la tête, hein, on est bien d'accord. Peut-être que le fait de devenir impératrice ne l'intéressait pas du tout. Peut-être que elle, son trip, c'est d'ouvrir un bar, effectivement. C'est bizarre quand même. Ça cache un truc. Ça serait un agent infiltré que ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Et qu'elle travaillerait pour la marine pour informer ses supérieurs, que ça serait pas étonnant non plus. Tu les fais boire, donc tu leur retires des informations et tu ne les répercutes. Peut-être. Dans ce cas-là, eh bien, il lui suffit de jouer un peu de ses charmes et de tout miser sur l'effet d'halo. L'effet d'halo, c'est d'attribuer des qualités à une personne simplement sur sa représentation physique. Je vois une belle nana, un beau mec, je vais lui attribuer l'intelligence, je vais dire oh là là, il est beau, il est magnifique, il est fort. Non, autant c'est une grosse merde en fait. Mais l'effet d'halo, c'est simplement le fait que notre cerveau nous inonde de feelings positifs envers une personne juste en la voyant. Tout simplement, alors que cette personne ne les a pas forcément, ces qualités. Shaki, sachant cela, eh bien, va peut-être jouer sur cette corde sensible pour plus facilement s'intégrer, et ça marche du feu de Dieu. Et on va donc avoir la révélation de ce qu'était le trésor de l'île de la Ruche. Eh bien, c'est Shaki elle-même, le trésor que les pirates de la Ruche vont s'évertuer à défendre. Et je voudrais, pour finir la review de cet épisode, parler d'un détail qui m'a fait bondir. Je vous parle de la fameuse image où l'on voit donc Gloriosa sur la droite, où l'on voit Big Mom, et où l'on voit Katakuri, Oven et Daifuku. Et là j'ai bugué, parce que mon regard s'est porté directement sur Katakuri, et là j'ai bugué sur les yeux. Les yeux, vous savez, ils sont en forme de croix. Alors j'ai eu beau zoomer tant que j'ai pu, j'ai cette impression là que en plus Katakuri et Oven dans la même pose comme ça avec les bras croisés, j'ai cette impression là que ce sont des poupées de chiffon, d'accord? Et là je me suis dit mais merde, autant les enfants de Big Mom, ce ne sont qu'en fait des poupées dans lesquelles elle a mis une partie de son âme pour leur donner vie. Est-ce que ça serait possible, ça? Et là, ça serait hyper intéressant, parce que ça mettrait en abîme toute la relation de Big Mom avec ses enfants, qui les prend pour des marionnettes, clairement. Ça mettrait également en abîme la phrase de Pudding sur son balcon « Je ne suis pas ta poupée, maman », en parlant de ses frères. Et Pudding serait en fait une enfant de chair et d'os, d'accord, issue d'une relation avec un humain, ou d'un père de la tribu des trois yeux,
On sait également que le père de Lola est Chiffon. Chiffon, encore une fois, tu vois, il y a des petits trucs un peu disséminés ça et là. Mais leur père, c'est le gros, là, Pound. On a ça. Est-ce qu'à partir d'un moment, les enfants de Big Mom ne seraient pas des poupées, littéralement, dans lesquelles elle a mis une partie de son âme, alors que d'autres, il y en a peut-être d'autres qui sont issus d'une conception biologique naturelle. C'est possible aussi. Et ça expliquerait la progéniture proliférante de Big Mom. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'elle a une... Je sais plus, j'ai fait une vidéo sur la parentalité, j'en ai parlé. Elle a 80 enfants, je crois, un truc comme ça. C'est énorme. Et puis c'est surtout que les 3 gamins, on les voit poser. D'accord? Ils sont pas en train de jouer tous les 3, en train de courir. Ils sont juste posés, ils prennent la pause, ils sont comme ça. Alors quoi, on sait que Big Mom, elle l'a déjà son fruit. Est-ce qu'elle est en train de les insuffler? Alors qui lui a fait les poupées dans ce cas-là? Aucune idée. Est-ce qu'elle fait du macramé aussi pendant qu'elle ne pille pas des navires et des villes? Qui lui fait ça? Et pareil, une fois que Big Mom a insufflé une âme dans ses poupées, qui est-ce qui transforme ces poupées de chiffon en personnes de chair et d'os? On sait que Strussen a le pouvoir de modifier la consistance. On le voit au moment où il récupère Lin Lin. Pour la nourrir, eh bien, il prend une bûche, il prend un morceau de bois, il coupe des tranches et à ce moment-là, ça devient de la viande. Si avec son épée, il pique un peu les poupées pour les faire devenir de la viande, ça marche. Donc, dans le principe, Strussen serait effectivement le père de tous les enfants de poupées, de toutes les poupées de chiffon de Big Mom. Ça, c'est possible. Donc, s'il te plaît, Oda, dans le prochain chapitre, tu nous montres par exemple comment est né Brûlé. Voilà, montre-nous, tu nous montres 3 cases. C'est pas lourd. Montre-nous Big Mom en train de discuter avec celui qui fait les poupées de chiffon. Montre-la nous faire des poupées de chiffon. Et montre-nous la création de Brûlé. Voilà. Ça serait parfait. Enfin, ça serait parfait. Ça voudrait dire aussi que Katakuri est un Omise. Et ça, niveau charisme, tu te prends un moins de 2000 sur un lancer 2D, quoi. Mais bon. C'est comme ça. C'est One Piece. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va s'arrêter là pour ce chapitre-ci. Bonne semaine à vous. On se retrouve très rapidement pour d'autres reviews One Piece. Je vous laisse donc le soin de vous abonner, me mettre un petit pouce bleu si vous appréciez le boulot. Et puis nous, on se revoit très rapidement sur Tazen Chill, bien sûr. Ciao.